En cause, il est pour la souveraineté maintenant, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il est aussi pour mettre tous ces traîtres sur une île déserte. Tous les corrompus, tous les juges qui jugent de façon orientée, qui sont dirigés par le pouvoir. Tous les médias qui sont propagandistes. Tout cela... Bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre. J'ai un regret pour ceux qui sont restés dehors ou qui sont actuellement dans les escaliers. Je vais essayer de parler aussi fort que possible, mais je crains que les fenêtres ne suffisent pas à transporter ma parole. Nous vivons dans un pays vieux de 1600 ans, qui est la proie aujourd'hui d'une catin, une puissance oligarchique qui cherche à s'emparer des ressources que nous avons conçues et fabriquées au cours des siècles et qui, à peu de frais, font l'objet de commerce et de prostitution par des êtres qui ont commis, pour moi, le péché le plus irréparable en tout système qui se veut républicain et démocratique, qui consiste à interférer dans le système électoral, dans la capacité du peuple à faire entendre ses opinions, pour en tirer de l'influence et des ressources au détriment de la collectivité. On ne représente pas un mouvement, une opinion qui cherche à séparer ou à diviser le corps social selon ses ressources ou ses origines. Nous cherchons à préserver l'unité de ce corps social à partir de l'intégrité et de la vérité. Comment est-ce qu'on cherche à y procéder et en quoi ça se lie avec la définition de l'oligarchie que j'espère vous donner dans un instant, qui consiste, pour un certain nombre de personnes, à acheter de l'influence en s'immisçant dans le système médiatique, en prenant possession, que ce soit des chaînes de télévision, des organes de presse, désormais des algorithmes, dans le but de faire commerce des idées et des opinions, afin d'orienter notre jugement et, in fine, notre vote. Or, si pour nous, le vote est une question de souveraineté, pour eux, le vote est une question de part de marché. Le vote, c'est ce qui va déterminer l'orientation des moyens de l'État dans un but d'accaparement et de redistribution des richesses au profit de quelques-uns. Le vote est ce qui permet de mettre la main sur cette machine extraordinairement puissante et dangereuse qu'est l'État, qui est celle qui concentre nos ressources avant d'en décider de la destination. Le fruit de notre labeur, de nos efforts, se trouve concentré entre quelques mains, ici à Paris, à Bercy, avant que, dans un système plus ou moins élaboré, à travers la représentation nationale, on décide de l'affecter à nouveau, en théorie, pour le bien commun, en théorie, pour financer des services publics, en théorie, pour renforcer notre société et la protéger. En réalité, de plus en plus, vous l'avez noté, pour favoriser les intérêts de quelques-uns. Pour ce faire, ces êtres, qui ne sont pas des génies, qui sont des personnes avides et qui cherchent l'accaparement, procèdent d'une façon particulièrement simple. À travers ces médias, à travers ce contrôle sur l'information, ils s'assurent de la fidélité, de l'asservissement de nos dirigeants politiques. Ces hommes et femmes politiques, à leur tour, servent de relais pour instrumentaliser l'administration et pour s'assurer que cette administration prenne des décisions qui les favorisent et qui aillent au détriment de ceux qui s'opposent à eux. En cela, nous vivons dans un monde où il n'y a rien de démocratique, parce que nous n'avons aucun contrôle sur l'information. Et sans contrôle sur l'information, il nous est impossible d'avoir des idées et des opinions qui nous appartiennent et d'avoir en conséquence un contrôle sur cette République. Cette chose publique qui devient privée par ce système circulaire qui nous retire toute souveraineté. Donc s'il y a un point de rencontre aujourd'hui qui me fait inviter par des forces idéologiques qui, d'antan, auraient été perçues comme des ennemis primordiaux, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience au sein de cette société
du fait de la défaillance temporaire de ce petit moment qui, à travers l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux et de puissances étrangères, en l'occurrence états-uniennes, qui ont créé une faille dans ce dispositif oligarchique, nous a permis de nous rendre compte de notre asservissement, nous a permis de nous rendre compte de notre ignorance, nous a permis de nous rendre compte de notre impuissance. Et le cheminement intellectuel que j'ai mené, à travers notamment la publication de Crépuscule, visait tout d'abord à accroître cette conscientisation au sein de la population française pour lui faire comprendre que nous n'étions pas confrontés à un enjeu électoral immédiat, que nous n'étions pas confrontés à un enjeu partisan, mais bien un problème de structure, d'une spoliation qui n'allait pas dépendre de ce que une ou l'autre force politique arrive au pouvoir, mais des conditions par lesquelles ces forces politiques peuvent arriver au pouvoir. Et qu'il fallait changer les règles de jeu si nous souhaitions espérer récupérer part de notre souveraineté. Ce cheminement naît d'une volonté très simple et pas forcément aussi altruiste qu'on aurait pu le penser. Il s'agissait simplement, après avoir rencontré ses maîtres, c'est Bernard Arnault, Xavier Niel, il s'agissait simplement pour moi de ne pas devenir l'un de leurs serfs. Il s'agissait simplement pour moi de préserver le minimum de dignité qui consistait à me dire que mon intelligence, ma personne, n'avait pas à se mettre à leur service, quelles que soient les rémunérations et les protections que j'aurais pu en tirer. Cette réaction était peut-être plus qu'un engagement bénévole ou altruiste, une forme de réaction de fierté à la rencontre avec ces personnes, à la découverte qu'ils n'avaient aucune qualité particulière et qu'ils ne raisonnaient que pour et par l'argent, et en aucune circonstance pour et par le bien commun, qu'il n'y avait rien à tirer de leur fréquentation et qu'il n'y avait rien à tirer de ma mise à leur disposition. C'est un écart qui s'est fait progressivement, qui s'est fait gentiment, sans déclaration de guerre, qui s'est fait par interactions successives avec eux, par lesquelles, très naïvement, je cherchais à mon tour à tester leur naïveté, leur innocence, à mesurer à quel niveau de corruption morale ces êtres se trouvaient, à quel niveau de conscience par rapport au tort qu'ils faisaient à l'égard de la population française ils étaient. Cette conscience m'est apparue faible, leur cynisme m'est apparu entier. Et j'ai mesuré le danger à mesure qu'ils commençaient à fabriquer un homme, Emmanuel Macron, pour lequel ils ont mis à disposition tous leurs moyens, non pas par croyance idéologique en ce qu'ils proposaient, non pas par innocence ou naïveté à l'égard des talents qu'ensuite on ne cesserait de nous vendre, mais simplement parce qu'il apparaissait à un instant particulier la meilleure solution pour préserver leurs intérêts. Et M. Macron s'est montré tout disposé à se vendre à leur égard, et il l'avait déjà fait, donnant des gages, évidemment, en tant que haut fonctionnaire, au sein de la commission Attali, avant à l'inspection des finances, puis à des positions où il a été nommé par le pouvoir politique comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, où en combinaison avec Jérôme Cahuzac, il façonnerait le CICE, qui créerait un trou dans la raquette de plus de 250 milliards d'euros, que ensuite ses propres conseillers, arrivés à sa place lorsque lui-même serait élu président de la République, chercheraient à combler à travers l'adoption de la taxe carburant qui générerait la crise des Gilets jaunes. Cet homme-là avait donné des gages et continuerait à en donner. Les Gilets jaunes l'ont très bien compris et ont très bien compris la dynamique dans laquelle ils se trouvaient, non seulement du fait de cette taxe, mais également des politiques de prédation qui s'adoptaient en parallèle, notamment les tentatives de privatisation d'aéroports de Paris, qui n'avaient pour vocation, non pas, comme il le disait, à créer un fonds d'investissement de quelques milliards d'euros. Vous avez bien vu les centaines de milliards qui ont été depuis dépensés en pure perte par ces êtres, mais évidemment de fabriquer des commissions, d'alimenter le petit Paris, sa corruption, comme ils l'ont fait depuis maintenant 40 ans. À force d'adopter des politiques de cet ordre-là, depuis les années 80, nous nous trouvons à l'os, avec de moins en moins de ressources qui permettraient d'alimenter ce petit jeu, ce qui accroît la tension au sein de ces appareils de pouvoir, qui cherchent toujours plus rapace une façon de nous asservir et de nous exploiter.
et qui se montre prêt à toujours plus de risques pour obtenir ces ressources. Et c'est là où le circuit oligarchique qui, en temps de croissance, en temps de vache grasse, pouvait paraître acceptable, pouvait paraître même comme faisant partie de ce que toute société humaine peut fabriquer, a commencé à devenir dangereux parce qu'il menaçait de fracturer l'unité de notre société, de notre nation, et partant y planter les germes d'une dévastation. Les risques de guerre que l'on ne cesse d'agiter, que ce soit intérieur ou extérieur, les provocations diplomatiques toujours croissantes, où un président de la République n'hésite pas à passer du Niger à l'Ukraine en passant par l'Algérie, à chaque fois avec une hystérisation des rapports avec des États tiers, avec des populations tierces, dans le seul but de nous inquiéter, dans le seul but de nous mettre en position de crispation, d'angoisse et dès lors de soumission à l'égard de l'autorité étatique. Cette instrumentalisation du jeu diplomatique, des fonctions du président de la République, à des fins de maintien de l'ordre intérieur, aggrave la violence qui gît au sein de notre société, nous pousse à nous montrer de plus en plus violents les uns à l'égard de l'autre, nous pousse à chercher à purger cette violence croissante dans notre rapport interindividuel, dans notre rapport avec l'idée française. Et il s'agit désormais d'un enjeu sinon existentiel, du moins suffisamment fondamental pour que l'on commence à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour résister de façon sérieuse et non plus simplement idéologique ou intellectuelle à cette dérive politique à laquelle nous sommes confrontés. J'ai tenté, après Crépuscule, et après avoir par moi-même eu à ressentir la violence de ces forces oligarchiques qui ont cherché à frapper la personne puisqu'elles étaient dans l'incapacité à déconstruire le message que je portais, j'ai commencé à réfléchir aux méthodes qu'il nous faudrait appliquer pour, d'une part, changer le système et protéger ce corps français, mais également sur les moyens pour arriver à générer un rapport de force qui nous permette de les abattre. Car vous imaginez que si Bernard Arnault a dépensé 2,5 millions d'euros, comme cela a été démontré au cours des procédures judiciaires qui l'ont visé, pour espionner quelqu'un qui, pour reprendre leur terminologie, à l'époque, n'était personne. François Ruffin, qui, lorsqu'il est espionné par LVMH et Bernard Arnault, n'est que, entre guillemets, le directeur d'un petit magazine qui s'appelle Fakir, qui n'a que quelques milliers de lecteurs, et qui, parce qu'il a décidé de faire une action de provocation, va faire l'objet d'un suivi par l'ancien directeur de la DGSI, par toute une série de barbouzes financées largement par LVMH et Bernard Arnault. Imaginez-vous quels sont les moyens qui sont et qui ont été mis en œuvre pour nous abattre, nous, à la fois de par l'État, à la fois de par les forces politiques qui agissent comme des leviers de ces instruments de pouvoir, et à la fois par ces instruments de pouvoir eux-mêmes, par ces forces oligarchiques que nous dénonçons avec force de l'intérieur et avec une précision chirurgicale qui les inquiète d'autant plus qu'ils n'ont pas d'instruments à mettre en œuvre et à mobiliser contre nous pour nous abattre de quelque ordre que ce soit. Ces êtres ont peur. Ils ont peur de vous en tant que masse. Ils ont peur d'événements comme celui-ci qui fassent se retrouver des personnes qui, provenant de toute structure sociale, de tout horizon idéologique, décident à un moment donné de se regrouper pour essayer de réfléchir aux moyens de les abattre et demain de les mettre en prison du fait de la privation de souveraineté qu'ils ont infligée au peuple français à travers leur intervention dans l'espace démocratique, à travers la corruption de notre espace public et intellectuel, journalistique. Il y a une gravité exceptionnelle à ce qu'ils ont commis. Car s'ils reprochent à des puissances étrangères, qu'il s'agisse de la Russie, des États-Unis ou d'autres, de manipuler les algorithmes ou de entraîner des armées de bots, comme ils les appellent, de trolls, de personnes chargées de disséminer des idées contraires aux leurs. Alors, si cela suffit à rendre criminels leurs adversaires, si cela leur suffit, comme ils l'ont fait à l'égard de l'un de mes clients, militant et intellectuel, panafricaniste, Kémy Séba, arrêté par la DGSI et poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, menacé de 30 ans de prison, pour avoir organisé des manifestations et commis des écrits
Si cela suffit à abattre la force de l'État avec cette violence à l'égard de simples citoyens, quelle doit être la force de la répression qui devra demain s'abattre sur eux du fait des infractions qu'ils ont commises ces 10, 20, 30 dernières années pour accumuler leur fortune et pour nous soumettre. Aucun de ces individus n'a fait fortune grâce à son talent. Tous, sans exception, ont généré leur fortune grâce aux appuis qu'ils avaient au sein de l'État. Rodolphe Saadé, la nouvelle coqueluche de la Macronie, le dernier oligarque qui vient de racheter notamment BFM et RMC sur demande de l'Élysée, a fait pas moins de 50 milliards d'euros de bénéfices pendant la crise Covid grâce à la compagnie CMA-CGM, qui est le principal transporteur maritime au monde. D'où viennent ces bénéfices? Et d'où vient la fortune de la famille Saadé, qui détient 75% cette entreprise? De l'État. De l'État qui, sous Jacques Chirac, a cédé à cette famille pour 20 millions de francs, ce qui aujourd'hui constitue son patrimoine, après y avoir investi plus d'1 milliard de francs. Ces liens oligarchiques sont ceux qui ont façonné aujourd'hui l'une des premières fortunes mondiales, qui utilise cette fortune à quelle fin? Soutenir et défendre Emmanuel Macron, soutenir et défendre des forces politiques qui s'assureront de la préservation de ses intérêts et surtout de son impunité. Et qu'est CMA-CGM aujourd'hui, si ce n'est l'un des principaux pourvoyeurs non seulement de bénéfices pour cette famille, mais également, et vous le savez parfaitement, de produits stupéfiants qui alimentent le narcotrafic de notre pays en toute impunité. Et pendant que les forces de l'ordre s'acharnent à essayer de débusquer des petits trafiquants dans chaque coin du territoire qui gangrènent notre République, ceux qui fournissent la matière première de cette mort sont au sommet de notre société. Je pourrais vous décrire exactement les origines des fortunes de chacun de ces êtres. Xavier Niel, Bernard Arnault, et ainsi de suite. Nous l'avons fait dans un certain nombre d'ouvrages. Mais une fois que nous avons fait cet effort, non seulement de transmission de faits, mais de conscientisation des mécanismes qui à chaque fois se reproduisent pour alimenter ces dynamiques de pouvoir, il s'agit de s'interroger sur les choix que nous allons faire, non seulement pour dénoncer, mais également pour y résister. Et cette résistance ne peut pas passer par les forces institutionnelles en présence. Aucune d'entre elles n'a osé, au sein de cet espace public dans lequel ils ont pourtant un accès garanti. Car comme vous le savez, lorsque vous avez une force politique qui a bénéficié d'un certain nombre de voix, vous avez le droit à un temps d'antenne qui est régulé par l'Arcom. Donc ces forces politiques peuvent exister au sein de ces médias oligarchiques sans que ces derniers ne puissent les évincer. Ils ont ce privilège. Et à aucun moment, pour progressistes, voire révolutionnaires qui se prétendent, ils n'ont utilisé cet espace d'antenne pour dénoncer les maîtres de ces êtres, pour dénoncer le système que nous exposons. Vous vous souviendrez parfaitement de la réaction de M. Hanouna lorsque, la première fois que j'étais invité sur son plateau, je parlais de ses liens avec Bolloré. Vous vous souvenez de la pantalonnade mise en œuvre par Louis Boyard, calculé, ancien salarié de M. Bolloré, aux fins de dénonciation d'une partie de ce système et de la réaction de M. Hanouna. Cette violence ne devrait pas effrayer. Cette violence devrait être provoquée par chacun des êtres qui prétendent lutter contre ce système. Le seul qui l'ait commis, ce geste, qui ait eu ce courage, c'est quelqu'un dont on aime beaucoup rire à Paris, Jean Lassalle, ce fameux berger, avec sa voix rocailleuse, son accent, qui semble aux antipodes du modèle qui devrait nous gouverner, auquel, de façon presque reptilienne, nous continuons à donner notre confiance, paradoxalement. Tous les 5 ans, nous continuons de voter pour ceux qui ressemblent aux précédents, en faisant confiance au respect qu'ils peuvent avoir à l'égard de ces codes, de cette façon de s'habiller, de s'exprimer, ainsi de suite. Et lorsqu'arrive un être qui a un autre rapport au monde, à la nature, à la France, nous en rions, nous le tournons en dérision, nous ne votons pas pour lui. Eh bien, cet homme est peut-être le seul qui, vous en souvenez peut-être, pour ceux qui l'avaient vu, sur l'antenne de Patrick Drahi,
et après que nous ayons eu de longues discussions sur le fonctionnement oligarchique et que j'ai pu lui donner un certain nombre d'éléments, face à Apolline de Malherbe, a exposé les tenants et aboutissants de ce système, a exposé le pourquoi de l'agressivité d'Apolline de Malherbe à son égard, a parlé de ses maîtres, a parlé de ceux qui tenaient le système médiatique et politique. Eh bien, ça lui a valu une certaine poussée dans les sondages, et de quelques 0%, il est arrivé quasiment à 5%. Ça peut sembler pas grand-chose. 5% du corps électoral français, c'est énorme. C'est énorme et c'est suffisant si on convertit cette force en une force révolutionnaire pour faire tomber n'importe quel régime. Et il m'apparaît aujourd'hui qu'il est fondamental que nous réfléchissions de façon duale. À la fois une stratégie d'entrisme, à la fois une comédie qui consiste à prétendre que nous jouerons avec et pour les règles de ce système, et à la fois la préparation intellectuelle, mais également organisationnelle et physique, à une rupture avec ce système dans le cas où une nouvelle vague sociale, comme celle des Gilets jaunes, venait à émerger. Dans le cas où, à nouveau, un mouvement populaire recueillait l'assentiment majoritaire et décidait de faire trembler, non pas seulement les instances intermédiaires, mais le cœur de ce pouvoir, en se projetant sur l'Élysée et sur les beaux quartiers où vivent ses maîtres et ceux qu'ils ont décidé de servir. Car évidemment, le système oligarchique français s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large, mondiale, qui a amené la France à rétrocéder en 50 ans de la deuxième puissance économique de la planète, position qu'elle occupa brièvement dans les années 60, à aujourd'hui un effondrement que nous payons, puisque notre société s'est structurée de telle sorte que la réduction de notre capacité à engranger des ressources économiques soit avant tout payée par les populations et par une réduction des services qui leur sont offerts. La santé, la sécurité, il n'est pas besoin de revenir sur l'état de délabrement de nos services publics, à un moment où la pression impositive est particulièrement forte pourtant, et la dégradation que cela génère dans notre capacité à exister, à aimer, à se désirer et à se construire en tant qu'individu au sein d'une société qui demeurerait saine. Parce que, au royaume du mensonge que génère la corruption de l'espace public, cette dégradation de l'idée de vérité et d'honneur, dans laquelle tout peut être dit, toute accusation, tout mensonge peut être colporté en toute impunité par ces êtres, évidemment, tout cela génère quoi ? Non seulement de la peur et du manque de confiance, mais du mimétisme, c'est-à-dire une perte de valeur à tous les échelons de la société. Puisque nos maîtres peuvent en toute impunité piller, mentir, manipuler, comment maintenir l'exemple? Comment s'assurer que le reste de la citoyenneté ne se prenne pas de les imiter? Dans un pays où un professeur du secondaire est aussi peu rémunéré que quelqu'un qui tient la caisse dans un supermarché, quel exemple voulez-vous donner aux nouvelles générations? Quelle stimulation pouvez-vous générer en eux pour ne pas reproduire l'existant, pour ne pas aggraver la désolidarisation que nous voyons percer? Lorsque vous avez des algorithmes qui, très volontairement, mettent en valeur le succès facile à travers la vente de son corps, de son image, au détriment de la construction intellectuelle, de la pensée, de la persévérance, comment voulez-vous que cette société ne finisse de se déliter? Ces préoccupations sont absentes de ceux qui nous dirigent. Ces préoccupations qui pourtant affleurent, car ils ont des enfants, et ces enfants, comme tous les autres, subissent de plein fouet les conséquences de cette absence de direction politique, subissent les conséquences d'une société dans laquelle la possibilité d'aimer a été détruite, à Paris par exemple, par la spéculation immobilière, elle-même fruit de politiques monétaires, qui font qu'il est impossible d'y fonder une famille, qu'il est impossible pour une nouvelle génération qui ne soit pas héritière de s'y loger,
alors que paradoxalement, cette même ville se vide, parce que proie de ces spéculateurs, évidemment, il devient impossible pour qui que ce soit d'y loger, si ce n'est pour les membres d'une élite oligarchique à l'échelle mondiale, qui en font un lieu de passage temporaire et sans jamais l'investir. Lorsque vous avez une société où le taux d'hospitalisation des jeunes femmes de 15 à 25 ans pour tentative de suicide s'est multiplié par 8 en moins de 10 ans, vous attendriez de la part de ceux qui nous dirigent une prise de conscience que nous faisons face à une crise civilisationnelle et à un danger existentiel. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'inverse, à une hystérisation de sujets périphériques qui trouvent leur fixation un jour sur des influenceurs dégénérés, un autre sur un risque de guerre fictionnellement instrumentalisé. Bref, tout ce qui permettra de distraire et de ne rien décider. Il nous appartient donc de rentrer dans le jeu, d'une façon ou d'une autre. J'ai passé les 15 dernières années de ma vie très conscient de ce que le chemin que j'empruntais m'exposait en tant qu'individu et en tant que personne capable d'incarnation à une mort sociale ou réelle à relativement court terme. Très conscient, pour avoir travaillé avec Wikileaks et Julian Assange, de ce que cela impliquait que de se confronter aux forces sombres de nos sociétés. Et de ce que, lorsque vous rentrez à ce niveau d'engagement, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune protection, et l'état de droit devient une fiction. Et donc, j'ai eu pour priorité et obsession, depuis ces premiers jours, de transcrire et de transmettre tout le savoir que je pouvais accumuler à l'égard de ces appareils de pouvoir et de la façon par laquelle nous pourrions les aborder. Ça a été, avant et après Crépuscule, l'objet de 15 ouvrages que j'ai, à chaque fois que je le pouvais, laissés en libre accès, qui consistent une forme de bible d'analyse du politique contemporain qui est entre vos mains, et qui, du constat et de la description à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de ces mécanismes de pouvoir, aux propositions d'action, vous offre un chemin à suivre pour, à votre tour, non plus vous retrouver en position de servitude, de soumission, non plus être simplement les instruments d'ambition, d'obsession, d'intérêt, mais de redevenir des citoyens actifs et capables de provoquer des bascules au sein de cette société. Mon obsession, à partir de l'acte 3 des Gilets jaunes, a été de comprendre pourquoi nous ne sommes pas rentrés au sein de ce palais qu'est l'Élysée alors que nous le pouvions. Qu'est-ce qui, psychiquement, collectivement, a fait que nous nous sommes ce jour-là inhibés, alors même que nous savions parfaitement les conséquences délétères que la continuation de ce pouvoir pourrait provoquer. Et j'en ai tiré un certain nombre de leçons sur la nécessité de se préparer, tels des avant-gardes, à ce que la prochaine fois que ce mouvement émerge, ce passage à l'acte puisse intervenir, non pas pour que nous nous saisissions du pouvoir, mais pour nous assurer que ces pouvoirs tombent et qu'ils ne puissent, par d'autres équivalents, être remplacés. J'ai regroupé ces éléments dans un texte qui s'appelle « Comment fabriquer une guillotine », non évocateur. Nous y avons placé un guide effectif de fabrication de guillotine. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, au-delà de cette provocation, à la fois sur le décryptage des méthodes de surveillance que mettent en œuvre nos dominants à notre égard, à la fois sur les méthodes que nous pouvons déployer et qui ont été déployées de façon efficace en des circonstances similaires, à la fois sur l'observation de façon détaillée des lieux de pouvoir et des lieux qui soutiennent ce pouvoir, qui connaissent quelques fragilités, nous soyons en mesure de nous approprier, chacun d'entre nous, une somme de savoir suffisante qui, le moment venu, où que nous soyons sur le territoire français, nous place en position de produire des effets politiques réels et d'être capable de les déstabiliser, d'éviter les souricières qu'ils ont appris à mettre en œuvre pour désactiver notre capacité de résistance et d'action, d'éviter les pièges judiciaires et autres qui ne cessent de féconder. À côté de cela, se pose la question de la naissance d'un mouvement politique.
c'est-à-dire de la participation à cette farce que l'on nomme élection, élection qui ne peut être que présidentielle, pour une raison très simple. Toute participation, à mon sens, à des élections intermédiaires générera une dynamique d'adhésion au système, de par les cadres du quelconque mouvement que nous générerions, qui désactiveront leur lien organique avec ceux qui se mobilisent et qui les mettront dans une position, in fine, de prostitution. C'est la fonction de ces échéances électorales. C'est la fonction d'organes aujourd'hui comme les conseils régionaux qui ne servent à rien si ce n'est générer des prébendes, si ce n'est générer des élites intermédiaires qui tiendront le pays. C'est d'ailleurs ce qui a amené à l'effondrement de la Macronie à la veille des Gilets jaunes. N'oubliez jamais que ce qui précède de peu et qui permet le déclenchement des Gilets jaunes, c'est un élément aussi insignifiant d'apparence que la démission de M. Collomb, qui était, pour la Macronie, le relais au sein des élites territoriales, des baronnies locales, qui lui permettaient de sentir et de tenir une partie du pays. Participer à ce système, à mon sens, c'est se soumettre à ce jeu d'intégration auquel il nous souhaite évidemment de participer, pour une raison très simple, ce sera la meilleure façon de nous domestiquer. Viser la présidentielle, à la fois comme provocation, et j'ai vu avec un certain délice que certains des nôtres avaient décidé à Montpellier il y a quelques jours, pour ceux qui l'ont raté, de taguer Branco 2027 sur le bus du Stade Rennais au lendemain d'un match avec Montpellier, de sorte que ce tag a traversé la France et généré un article indigné du Parisien sur les lourdes dégradations qu'avait eu à souffrir le Stade Rennais et l'hôtel où il se trouvait. Donc double effet, à la fois de communication virale par le fait, mais aussi évidemment à travers un média oligarchique obligé, pensait-il, d'en parler, de diffusion à l'ensemble du pays. Comme quoi l'action directe peut avoir une efficacité. Nous ne sommes pas arrivés au stade de Luigi Mangione, et je pense qu'aucun d'entre nous n'a les qualités esthétiques suffisantes pour générer une efficacité similaire dans notre pays. Donc nous nous contentons de gestes plus mesurés. Il a pu aller jusqu'à un acte d'une violence extrême, le meurtre, mais il avait quelques atouts entre ses mains. Ce n'est pas notre cas, donc nous nous contenterons de tags et d'actions similaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous nous fixons cet objectif, ce n'est pas pour rentrer dans le jeu, c'est pour utiliser les instruments de l'adversaire, les détourner et en faire un moyen de provocation et de démembrement de l'intérieur de ce qui jusqu'ici a été l'instrument le plus fort de leur part pour générer de l'adhésion et donc de la soumission de la part du peuple français. La croyance que nous déposons, et c'est une croyance que j'ai analysée de façon détaillée dans un ouvrage un peu exigeant mais que je vous recommande, qui s'appelle Contre Macron, qui a été publié pour la première fois en juillet 2017, où j'ai essayé de comprendre la défaillance à venir et la violence à venir que j'annonçais de la Macronie, non pas d'un point de vue politique au sens usuel du terme, mais plutôt anthropologique, et comprendre comment la façon dont cet homme était arrivé au pouvoir et concevait le pouvoir allait nécessairement générer de la violence au sein de la société et des mouvements sociaux de résistance qui prendraient la forme, in fine, notamment des Gilets jaunes. Il nous faut défaire cette croyance. Il nous faut défaire cette soumission qui fait que tous les 5 ans, après une traversée du désert particulièrement aride, d'où nous sortons asséchés, assoiffés, épuisés, eh bien, quelques vendeurs d'eau réussissent à nous charmer pour nous relancer à nouveau pendant 5 ans dans une traversée désespérée. Il faut être très attentif à ne plus placer cette croyance là où ils cherchent à la diriger. Garder cette distance froide à leur égard. Mais, dans le même temps, avoir conscience de ce que nous sommes qu'une avant-garde. Que nous ne sommes, y compris en ayant atteint quelque part le plateau maximum de ce que pourrait faire un citoyen lambda. En ce qui me concerne,
Crépuscule, 170 000 ventes en tant que livre, 1 million de téléchargements, un peu plus d'une dizaine de millions de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, des vidéos qui l'accompagnaient. La participation, quand même, à des émissions de premier plan du système médiatique que l'on expose. Vous imaginez bien que ce n'était pas par plaisir que je me suis rendu sur le plateau de Cyril Hanouna. Cette base-là ne nous permet de toucher qu'une part minoritaire de la société. Et d'extraire de sa latence et de cet ennui, cette chloroformisation produite par nos maîtres, qu'une part encore plus réduite. Et donc il faut accepter le fait que toute démarche citoyenne se trouvera face à des murs tellement violents qu'elle ne permettra que de préparer, de conscientiser une avant-garde. Et que cette avant-garde doit en conséquence avoir conscience de sa responsabilité historique à l'égard de ses pairs, qui ne sont pas insuffisants, qui ne sont pas de moindre qualité qu'elle, mais qui, du fait de conditions existentielles, du fait de prédéterminations diverses, n'ont pas eu le temps, l'opportunité, la chance qui est la vôtre, que d'avoir accès à ce regard différent sur la façon de la société, sur la façon du politique, sur la façon de notre système de gouvernance et de pouvoir. Et donc, nous avons, chacun d'entre nous, une responsabilité historique. Car de notre capacité à agir et de l'efficacité de notre action dépendront les devenirs de millions de personnes qui garderont un rôle passif dans les révolutions qui sont à venir. Car ne vous y trompez pas, que ce soit à travers nous, par des formes révolutionnaires, ou à travers l'adversaire, par la guerre, cette affectation du destin de millions de personnes interviendra beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Cette accélération du cours de l'histoire, dont le Covid nous a donné le préambule, va intervenir. Et donc il s'agit, pour chacun d'entre nous, tout d'abord de réfléchir à ce qu'il est possible de faire. Cette grande question, il est parfois difficile d'y trouver réponse. Car la solitude, les fracas de nos vies, la violence qu'elle imprime sur chacun d'entre nous, inhibe, essore, et nous convainc d'une forme d'impuissance. J'ai eu à le connaître, vous imaginez bien, à titre personnel, y compris dans la position privilégiée qui est la mienne, qui consiste à pouvoir m'appuyer sur des forces sociales que le pouvoir pense sombres et qui sont porteuses de grandes lumières, massives. J'ai eu à connaître la perte de repères qui vous amène à croire ce que l'adversaire dit de vous, qui vous amène à vous penser seul, à vous penser inutile, à vous penser dans l'erreur, à vous penser illégitime à l'heure d'agir, de penser et de proposer. J'ai eu à croire, non pas ce que ces êtres disaient de moi, mais à l'illégitimité de ma démarche et à l'impossibilité de la mettre en œuvre. J'ai eu à connaître peut-être ce que l'être humain peut connaître de pire lorsqu'il croit justement en l'humanité. La trahison dans l'intime, la salissure de l'honneur, la dévastation, non seulement de la réputation, mais en conséquence de la possibilité de façonner un quelconque horizon, alors même que mes 30 ans n'étaient pas entamés. Parce que je m'étais battu aux côtés de personnes qui, de Wikileaks aux Gilets jaunes, défendaient leur vérité, leur droit à exister. J'ai eu à voir et à ressentir de première main ce que cela fait de se retrouver face à ces êtres. Et la réalité est que, 10 ans après, je demeure là, face à vous, et vous demeurez là, face à moi. Et que ces efforts de l'adversaire n'ont fait que nous renforcer. Au point où parfois je me suis demandé s'il ne s'agissait pas là d'une forme d'épreuve, au sens antique du terme, qui consiste à s'assurer que nous aurions le cuir suffisamment solide. Parce que ce n'est pas rien que de se retrouver à présider aux destinées de 70 millions de personnes. Ce n'est pas rien que de se retrouver aux manettes d'un appareil d'État aussi puissant
et potentiellement destructeur qu'est l'État français. Ce n'est pas une chose anodine qui devrait être laissée entre une quelconque main, qui, du fait de quelques dîners en ville, de quelques faux héroïsmes, 3e prix au Conservatoire municipal d'Amiens de piano, réussite à un concours de la République, se considérerait suffisamment consacré par la vie pour prendre des décisions qui iraient à l'encontre des volontés de sa population. Et il m'apparaît que nous devions avoir collectivement cette fierté qui consiste à dire que les violences que nous avons subies, peut-être, nous préparaient à autre chose, nous donnaient le fond, l'assise suffisante pour ne pas nous laisser déstabiliser trop facilement, pour être en mesure de devenir à notre tour socle au profit d'autres, au profit de la société. J'ai vu, à travers les Gilets jaunes, peu à peu, une partie de nos camarades commencer à fuir, commencer à se rétracter, commencer à se laisser dévorer par la peur, la fatigue. Et j'en ai vu d'autres tenir, encaisser, se réinventer, chercher encore et à comprendre d'où provenait cette injustice, pourquoi elle s'abattait sur eux, et ne pas, surtout, se soumettre aux stigmates et à la violence qu'on leur infligeait. J'ai vu, quelques années plus tard, lors du convoi des libertés, un pouvoir tellement paniqué à l'idée d'une réédition et d'une aggravation de ces mouvements sociaux qu'il n'a pas hésité à ordonner, cette fois, de sortir les armes. Et on a tous à l'esprit, je l'espère, parce que c'est important que nous gardions la mémoire de ces épisodes, ce moment où un policier, à l'Arc du Triomphe, décide de prendre son pistolet et de viser une conductrice parce qu'il craignait qu'elle puisse manifester. Peu s'en souviendront, je m'en souviens parce que j'ai eu à représenter ces individus, que Le Monde, ce jour-là, le journal, pour légitimer la violence d'État, fabriquerait, et je dis bien fabriquerait, un article par lequel il prétendrait que l'un de ces véhicules portait le drapeau des talibans. Après vérification, il s'agissait d'un drapeau blanc. L'article serait retiré, mais quelques jours plus tard, une fois que les faits produits, on se serait assuré que cette avant-garde ne se trouverait pas soutenue par le reste de la population. Nous avions bien vu ce mécanisme au moment des Gilets jaunes. Jusqu'à 85% de la population soutenant ce mouvement. Et les efforts qu'il a fallu, dans les mois qui ont suivi, pour abattre ce soutien, pour diviser le peuple français. Au point où, lorsqu'un mouvement d'apparence similaire, d'agriculteurs et de paysans, la coordination rurale naîtrait, son dirigeant, portant un bonnet jaune, attaquerait publiquement ces mêmes gilets jaunes en disant qu'il ne voulait pas qu'ils se joignent à eux. L'infiltration dans les esprits de cette idée qu'il ne fallait pas s'associer à eux, non pas en sincérité, non pas parce qu'ils pensaient réellement que ces êtres étaient diaboliques, mais par peur du stigmate, par peur de couler avec eux. Cette désolidarisation extraordinairement efficace est quelque chose à laquelle il nous faudra résister. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de couler aux côtés de celui qui n'aura fait que défendre sa vérité et son intégrité. Et qu'importe les conséquences. Et qu'importe ce qu'il faudra payer pour rester jusqu'au bout, à ses côtés. En tant qu'avocat, c'est ce que j'ai fait et ce que je continue de faire. Nous devons la plus grande partie de notre temps et de notre énergie pour soutenir des personnes qui ont été par tous oubliées, mais qui à un moment donné auront représenté un espoir avant de se voir massacrés. Et nous continuons à porter ce combat au sein du système, non pas parce que nous croyons en ce système, mais pour le confronter à ses propres contradictions, pour l'affaiblir de l'intérieur, pour s'assurer que les prochains coups qu'il ait apportés le soient sans qu'il puisse se convaincre lui-même de sa sincérité. Parce que c'est ce qui
nous menacent peut-être plus encore que les êtres prostitués. C'est ceux qui croient sincèrement ne pas l'être. Ceux qui se sont vendus sans avoir conscience de l'avoir fait. Ceux qui n'ont jamais connu l'intégrité que nous recherchons et ce rapport à la vérité. Que ce soit par aveuglement, par ignorance ou par volonté de ne pas voir. Ils sont la masse la plus ample et large au sein de notre pays. Ils sont ceux qu'il ne faudra pas abattre, mais qu'il faudra contourner. Et perdre son temps à chercher à les évangéliser n'est pas un geste qui vous appartienne. Cela m'appartient. Il m'en coûte beaucoup. C'est à moi, dans l'espace public, d'aller les chercher les uns après les autres. C'est à moi de continuer à frictionner avec les médias oligarchiques, continuer à subir ce rapport que je conchis, continuer à m'exposer à ces lumières qui sont particulièrement violentes. Et en allant chercher une infinie part de ceux qui le regardent de façon passive, en les arrachant patiemment, renforcer et accroître ce corps social que nous sommes en train de constituer. Ne croyez pas que j'ai l'impression d'avoir convaincu une majorité du public de Cyril Hanouna de la valeur de notre combat. Mais un seul instant, comme celui où je les confrontais spontanément à leur rapport à la cocaïne, sujet insignifiant s'il en est, la consommation de stupéfiants au sein de la télévision. Mais ce seul geste qui permettait, non pas de révéler un scandale, mais de façon bien plus profonde et efficace, de révéler leur tartufferie, leurs mensonges, leur hypocrisie absolue, nous a valu énormément de sympathie. Et permet de solidifier dans les espaces infrapolitisés, chez ceux qui ne s'intéressent pas aux politiques au premier degré, l'idée qu'il y aurait chez nous une forme de sincérité, une forme d'intégrité. Chez nous, une once de courage. Pas un d'entre eux ne sait que je suis allé en prison au Sénégal pour défendre un peuple qui se battait pour sa liberté. Pas un ne sait que si j'étais au Sénégal en prison, c'est parce que l'Élysée a donné instruction en Mauritanie à ce que je sois enlevé pour y être envoyé et y connaître la perpétuité. Pas un d'entre eux ne le saura parce que tout est fait pour l'invisibiliser. Mais il ne faut pas en tirer frustration. Il faut l'accepter comme une donnée naturelle. Ce sont des ennemis. Ne cherchons pas à exister dans les coordonnées de leur système. Acceptons. Acceptons le fait que ce soit leur système. Et dans ce détachement, jouons simplement, dans la mesure du possible, à le gangréner de l'intérieur et à empêcher qu'il se convainque et qu'il convainque qu'il serait structuré sur une quelconque sincérité. Branco 2027, ce n'est rien d'autre que cette idée merveilleuse qu'a eue cet anonyme à Montpellier, ce troll qui, j'espère, un jour s'affichera en grand sur les murs de l'Élysée. Et là sera notre réussite. Parce que là, nous aurons démontré non seulement notre courage, mais notre absence de croyance en ceux qui sont. Et nous construirons une inversion parfaite de cette image qui, à mon avis, restera fondatrice à jamais, qui était celle de l'imposteur Emmanuel Macron, conscient de son imposture, remontant les Champs-Élysées sur ce 4x4 militaire en 2017, tentant de tenir le corps raidi dans une impression d'incarnation face à une absence de peuple, dans l'indifférence de ce peuple, dont personne ne s'était mobilisé pour aller assister à cet événement, et dont il voyait qu'il n'était pas présent. Ces Champs-Élysées, si marquants, si importants pour nous, qui avons eu à connaître de cette période, si marquants et si importants pour eux aussi, et on le sait, et j'ai encore à me battre aujourd'hui, par exemple,
au sujet de l'arrestation arbitraire de l'une de ces figures de ce mouvement, Maxime Nicole, un 14 juillet, où vous vous souvenez, toute manifestation avait été interdite, ce qui est quand même le comble de l'ironie au regard de ce que cette date est censée célébrer. Et procédure judiciaire qui m'a permis d'avoir accès aux archives de maintien de l'ordre autour de cette date et de la panique. Et quand je dis panique, je le dis sincèrement, qu'aura généré le fait que des citoyens français réussissent à se glisser à travers le dispositif de sécurité pour gonfler des ballons jaunes et les laisser se disperser. La panique de ce que ces images apparaissent à la télévision et de ce que plus d'1 an de répression féroce, politique, symbolique, policière, judiciaire, ait démontré son inefficacité. Des ballons jaunes, des sifflets. Voilà ce contre quoi ils luttaient. Cela devrait vous dire quelque chose de leur fragilité, de leur crainte et de la force extraordinaire que nous avons et que nous aurons demain pour les faire tomber. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, qui m'a paru assez important de vous partager. Et je serais heureux qu'on ait un échange désormais sur les sujets qui vous conviendra de... Est-ce que notre organisateur s'est enfui? Je ne sais pas comment ça se passe normalement sur la distribution de la parole. Il arrive. Maintenant c'est moi qui le fais. Pour les habitués, très peu d'entre vous, donc merci de votre affluence. D'habitude c'est Pierre-Yves qui le fait, mais bon. Il est là, voilà, donc c'était juste le passage technique. Une séance longue, a priori. Allez, qui se dévoue le premier? Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé sur le fait qu'on doit faire de l'entrisme justement dans ce système, donc, pour le parasiter de l'intérieur. Mais comment entendez-vous, parce que quand on met un pied dans ce système, on mouille un peu le maillot nous-mêmes, donc comment entendez-vous aller au-delà des appareils, au-delà des querelles qui peuvent exister au sein des gens que vous prétendez unir? Je pense qu'on a toujours cherché je pense que la démarche qui est celle des Gilets jaunes consiste à féconder un socle commun. Ce socle commun, la solution a été trouvée très vite par les Gilets jaunes, consistait avant tout à rendre la parole, et non pas chercher à se l'accaparer. Ça a été notre résistance, notamment à l'idée de porte-parole, vous voyez, avec les limites que cela a pu entraîner, y compris en termes d'organisation et de structuration, un rejet complet de toute assimilation aux appareils politiques et partisans qui existaient jusqu'alors. L'enjeu des Gilets jaunes, c'était de permettre à des personnes qui étaient royalistes de pouvoir, à un instant T, s'engager aux côtés de personnes qui se considéraient anarchistes, et ainsi de suite. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de France que nous avons atteint une congruence similaire, qui subvertissait un certain nombre de barrières artificielles qui existaient, dans le but évidemment de maintenir un système à partir de séparations artificielles. Donc, la puissance des Gilets jaunes a aussi consisté à très rapidement formaliser les instruments de cette union. Référendum d'initiative citoyenne, mandat impératif et révocatoire, une base démocratique et démocratisante qui permettent de mettre de côté temporairement les conflictualités idéologiques que l'on pourrait avoir sur un certain nombre de sujets qui servent, à mon sens, principalement de distraction, mais qui souvent touchent à l'affect profond des citoyens français. On a très peu entendu parler, par exemple, des questions migratoires pendant cette période. Non seulement au sein des Gilets jaunes, mais également dans l'espace public. Parce que l'on retrouvait une forme de confrontation verticale avec le pouvoir, et parce que le gilet jaune, le migrant, tel qu'on l'appelle aujourd'hui désormais,
est un instrument puissant pour le politique. On en parle à peu de frais, on l'utilise comme bouc émissaire, non pas qu'il s'agisse pour moi de nier les effets que les mouvements migratoires génèrent sur les sociétés, mais de nier l'utilité de son instrumentalisation politique, si ce n'est pour nous diviser. Ce sont deux questions fondamentalement différentes. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un parti comme le Rassemblement national, qui ne propose plus ni la sortie de l'Union européenne, ni de l'euro, ni évidemment désormais de l'OTAN, et qui en conséquence de quoi serait incapable de se donner demain les moyens de ses positions politiques sur ces questions. Vous comprenez parfaitement qu'il ne s'agit pour eux que d'instruments idéologiques qui visent à générer des adhésions au sein d'un camp et, à l'inverse, générer des diabolisations mutuelles sur ces questions-là. J'ai été très marqué au cours des débats relatifs aux élections européennes puis législatives de l'été dernier, de voir l'hystérisation qui a été alimentée volontairement de part et d'autre autour de la proposition du Rassemblement national concernant les binationaux et leur accès à 250 fonctions au sein de la République. J'ai souvenir des pleurs répercutés par un certain nombre de médias, de personnes qui se sentaient outragées, discriminées, dévastées par cette proposition-là. Proposition qu'en tant que binational, je soutiens absolument, parce qu'il m'apparaît naturel que si vous souhaitiez accéder aux plus hautes fonctions de la République, que l'on puisse être certain que vous n'aurez à aucun moment à subir d'une quelconque double allégeance. Proposition qui pourrait être parfaitement soutenue par une force progressiste de gauche ou d'extrême gauche, en un système qui ne ferait pas de ces questions, encore une fois, la source de clivages artificiels qui eux-mêmes cherchent à enclencher et à alimenter des dynamiques électorales. De telle sorte que j'ai vu, prenant appui sur ce clivage artificiel, la France insoumise s'allier à la Macronie. Et que quiconque n'y voit là la preuve d'une absolue hypocrisie, eh bien, peine à comprendre la réalité des dynamiques dans lesquelles ils nous inscrivent. De la même façon, plus généralement, la question de l'antiracisme telle qu'elle a été fécondée depuis les années 80 et la dialectique artificielle qui s'en est générée au sein de la société, qui m'apparaît à milieu de quelque chose qui pourrait produire de véritables avancées et progrès pour des populations qui proviendraient de territoires autres ou de cultures différentes, qui ne peuvent et ne devraient exister à travers une position victimaire, mais à travers une lutte pour une égalité réelle qui consiste à tenir droit et à faire face à ce qui, de façon temporaire ou permanente, serait considéré comme un adversaire. C'est la position que défend Kémy Séba, et c'est pour ça que j'ai accepté de devenir son avocat, et c'est pour ça, à mon sens, qu'il est à ce point diabolisé parce qu'il s'éloigne et il cherche à éloigner les populations que l'on dit d'origine immigrée, même si on en est déjà à 4e ou 5e génération pour certains d'entre eux, de cette position victimaire, mais surtout du clientélisme politique qu'un certain nombre de forces politiques cherchent à générer à partir de celle-ci. Ça, c'est un point de clivage fondamental que j'ai aujourd'hui avec certaines forces de gauche, mais qui, justement, à mon sens, est un point qui abolit les clivages artificiels qui existent au sein du système politique actuel, parce que je pense que c'est un discours qui est entendable, quel que soit notre positionnement idéologique. En ce qui concerne ensuite les politiques qu'il faudra adopter une fois que l'on aura retrouvé notre souveraineté, encore une fois, le retour au peuple de sa capacité à décider de son sort permettra d'y régler sans que l'on ait, nous, en amont, à imposer une solution à ce sujet. Monsieur. Bonsoir, merci Monsieur Branco. Moi j'ai une question parce que je vous suis depuis un petit moment, mais je ne comprends pas comment, dans le système législatif actuel et la constitution qu'on a, on pourrait reprendre le pouvoir. Puisque pour moi et dans ma conviction, on a juste un droit d'élire, on n'a pas le droit de vote en fait. Mais je ne vous entends pas parler de ça en fait dans votre discours, ou je ne le comprends pas, ou je ne vois pas quelles sont les clés que vous voulez mettre en place. Et je veux rebondir sur votre livre « Comment construire une guillotine ». Vous parlez souvent
d'un discours plutôt tranquille et qu'il faut reprendre le pouvoir tranquillement. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, comme vous le dites dans votre dernier livre, de vraiment reprendre notre pouvoir? C'est-à-dire que on a fait une révolution, bon, peu importe l'histoire, voilà, mais est-ce qu'on n'a pas réellement à se mettre en place et reprendre le pouvoir aujourd'hui? Puisqu'ils ne nous le laisseront pas, en fait. Ils ne nous le laisseront jamais. Merci. Je crains soit que vous m'ayez mal lu, soit que je me sois mal exprimé. Parce qu'au cœur de notre proposition politique et au cœur de notre discours politique depuis les Gilets jaunes se trouve justement, à travers le référendum d'initiative citoyenne et les mandats impératifs et révocatoires, la possibilité pour les citoyens de décider non pas de qui décidera en leur nom, mais de prendre en main leur capacité à travers l'initiative législative, à travers la possibilité d'imposer un agenda aux dirigeants qui sont chargés de la gouvernance de façon temporaire, parce que c'est censé être ça une démocratie. Si nous investissons des sommes extraordinaires pour payer de vulgaires intermédiaires, les politiciens, les journalistes, ce sont des êtres qui nous coûtent beaucoup d'argent, des centaines de millions, des milliards, dans le but de gérer à notre place un certain nombre de problèmes dont on ne devrait pas avoir à s'encombrer. Une vie belle, une vie heureuse n'est pas une vie dans laquelle nous avons à décider de chaque détail réglementaire, législatif, sur la façon dont est organisée la société. Une vie belle, une vie heureuse, c'est une vie qui est offerte à l'autre, au rapport à l'autre, au fait d'aimer, au fait de fonder des familles, au fait de construire des destins et de contribuer à l'intérêt général. Mais la contribution à l'intérêt général ne passe pas nécessairement par l'organisation réglementaire, normative, par les délibérations permanentes sur des points de droit qui puissent être de détail ou général. Donc, on s'est organisé en tant que société pour déléguer cette charge à des êtres qui très rapidement ont cherché à se l'approprier, qui très rapidement ont décidé de faire commerce de ce pouvoir qu'on avait placé entre leurs mains et qui, ce faisant, se sont prostitués. Et ce que l'on propose avant tout, c'est de créer des instruments qui nous permettent de reprendre le contrôle sur eux, non pas tant d'avoir à gouverner en direct, en permanence, ce qui serait insupportable. Vous avez tort si vous les jalousez. Vous avez tort de penser que la vie d'un haut fonctionnaire de Bercy ou du Trésor est quelque chose qu'il nous faudrait fantasmer. Vous devez mesurer le privilège qu'il peut y avoir à se tenir à distance du pouvoir, mais aussi de la nécessité parfois, en des circonstances historiques, de s'en rapprocher et d'en reprendre le contrôle temporairement afin de le réorienter et de sauver ce qu'il y a à sauver et de générer ce qu'il y a à générer. Et donc, ce que l'on se propose à travers des instruments comme le RIC, à travers des instruments comme le mandat impératif et révocatoire, c'est d'avoir à tout instant cette possibilité-là. C'est d'avoir à tout instant la possibilité, lorsqu'une élite dégénérée cherche à privatiser un bien commun comme nos aéroports, de dire non. Ça, vous ne le ferez pas, car ça, nous savons que vous le faites, non pas pour l'intérêt général, mais pour servir vos intérêts particuliers. Et tout notre programme, et toute notre pensée politique s'inscrit dans la réflexion qui consiste à permettre ces interventions populaires pour arrêter. Et éventuellement, évidemment, parfois, pour prendre des décisions par nous-mêmes, inspirer, ainsi de suite, mais autant qu'on ne le souhaitera, et non pas de façon subie, de sorte que notre vie devienne très rapidement un enfer bureaucratique et gouvernemental. Nous ne souhaitons pas être eux. Nous voyons bien comment le pouvoir s'inscrit en leur visage et en leur corps, comment ils se dégradent rapidement à mesure qu'ils accèdent à des fonctions qu'ils ont toujours désirées et rêvées. Il n'y a aucune raison de les désirer et de les fantasmer. Il faut s'en tenir autant que nous le pouvons à distance. Mais si parfois l'obligation se fait sentir de rentrer au Fenwick, au sein de ces palais de la République, qui nous appartiennent, que nous avons construits ou expropriés pour que notre parole y soit répercutée et y existe, eh bien faisons-le, parce que ce sera alors des élans vitaux. Ce sera alors des moments de joie, comme cela l'a été ce 5 janvier 2019. Un moment où tout d'un coup vous découvrez que le parc Astérix et Disneyland ne sont que des substituts à la joie réelle que quelqu'un peut ressentir
lorsqu'il touche à ce que la véritable politique est. Et donc, quant au fait de devoir agir dans la paix et la concorde du Christ, je ne vous dis pas de tendre l'autre joue. Je vous dis au contraire de vous préparer. De vous préparer, mais non pas de vous sacrifier. Car si vous y allez seul, si vous y allez à un moment où il n'y aura pas masse, si vous y allez à un moment où la victoire ne sera pas assurée, eh bien, ils vous abattront et ils seront sans pitié. Et donc il ne s'agit pas de vous mener à la mort. Il ne s'agit pas, pour satisfaire à je ne sais quelle hubris, je ne sais quelle ambition, de vous instrumentaliser. Il s'agit au contraire de vous protéger et dans l'instant, et dans l'action politique, et de façon générale, vous donner les moyens de demain vous saisir de ce politique. Et à travers ça, il faut sortir, et pour arriver à cela, il faut sortir de la pulsion, il faut sortir de l'urgence, il faut construire, il faut façonner. Et cela peut prendre des années. Et la frustration extraordinaire que nous ressentons tous quant au fait que ça n'aille pas plus vite, doit aussi nous faire réfléchir sur nos propres insuffisances et nos propres incapacités. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas un homme en costume cravate qui viendra à votre place faire ce que le moment venu sera réclamé. Ce fantasme-là, il est issu de votre croyance dans le système actuel. Il est macronien. Macron n'est pas arrivé au pouvoir seul. Macron n'est rien. Macron n'est que le fruit, l'enfant et l'instrument d'une structure de pouvoir extraordinairement élaborée qui a investi des moyens tout aussi extravagants pour vous sidérer et pour qu'une grande partie du corps social se mette derrière lui pour arriver au pouvoir. Ce sont des investissements extraordinaires. Eh bien nous, il faut qu'on soit capable de nous préparer à construire quelque chose d'aussi puissant, alternatif, pour le moment venu les déborder. Et nous avons la spontanéité, nous avons l'intégrité et nous avons la masse. Et c'est beaucoup face à leur argent et face aux moyens qu'ils peuvent mobiliser mais qui à un moment donné finiront par s'essouffler. Bonsoir, merci pour votre conférence. Vous avez cité le RIC, vous avez cité le mandat impératif, mais que pensez-vous du tirage au sort en matière législative pour justement redonner au peuple sa souveraineté populaire? Moi, je pense que c'est un instrument fondamental. La véritable application du tirage au sort dans un espace politique, vous le savez bien, elle est athénienne. Or, Athènes avait quand même deux spécificités. La première, tout simplement, c'est le fait que c'était une petite ville. La deuxième, c'était qu'une grande partie de la citoyenneté, une grande partie de la communauté athénienne n'était pas citoyenne. C'était une minorité qui gouvernait et qui avait quelque part le privilège du temps, de la socialisation, de l'intellectualité qui pouvait ainsi se développer pour justement mettre en œuvre cette gouvernementalité de telle sorte que quand le tirage au sort intervenait, il intervenait dans un pool, entre guillemets, qui était déjà préparé à ces fonctions-là. Donc, moi je pense que la question du tirage au sort va devoir se réfléchir par rapport à la communalisation d'une grande partie du politique. C'est-à-dire la réduction de l'échelon de décision politique bien en deçà des structures de pouvoir auxquelles on s'est habitué. Il va falloir que, dans les temps venants, l'on commence à apprendre aussi à réfléchir le politique non seulement à l'échelle de l'État et de ses dérivés, régions, départements et ainsi de suite, mais également au sein de la communauté, à nouveau. Réfléchir à justement ce que cela veut dire que de faire communauté et comment reconstituer des formes politiques qui soient compatibles et pas trop incohérentes avec la persistance de l'État, mais qui finiront par arriver. Il y a beaucoup de fantasmes. Moi, je crois vraiment à la détermination technologique du politique, au sens technologique, c'est-à-dire à la fois de la technique et du logos, c'est-à-dire du discours qui s'en dérive, du politique. Donc je crois fondamentalement que dans un État comme la France, dont la principale source d'énergie est le nucléaire, l'État, justement, restera un échelon primordial. Parce que vous ne pouvez pas gérer le nucléaire à l'échelle communale. Contrairement à beaucoup d'énergies alternatives et contrairement à ce qu'on va commencer à connaître dans beaucoup de pays du Sud global, qui, n'ayant pas atteint des stades de développement industriel similaires aux nôtres, vont commencer à se déployer autour de micro-installations électriques qui elles-mêmes vont générer
des structures productives qui seront hyper localisées. On va pas connaître ça. Nous, donc on va rester en fait sur un échelon qui va être beaucoup plus ample. Est-ce que l'on peut y insérer une part de tirage au sort? Moi, j'y crois, mais il faut qu'elle soit mêlée à des formes électives qui demeurent structurées sur des pensées, en fait, et donc sur des formes idéologiques, donc la proportionnelle et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il est fondamental qu'on agisse, si on se projette en 2027 et une prise de pouvoir, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il y a plusieurs échelons de décision. Il y a d'abord, à travers l'article 11 de la Constitution, qui permet de faire adopter par référendum à peu près ce que l'on souhaite, sans contrôle du Conseil constitutionnel. C'est un élément fondamental. Théoriquement, cet article de la Constitution vous permet de ne proposer des référendums que dans des cadres très spécifiques. La réalité est que le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu qu'il n'était pas compétent pour contrôler de la constitutionnalité de ces référendums et qu'en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il faut utiliser ces référendums pour amener à l'adoption du RIC, des mandats impératifs révocatoires, la fin de l'oligarchisation des médias avec la transformation de ceux-ci en SCOP et ainsi de suite. Toute une série de mesures qui recadrent le débat public et qui lui permettent de le purger. Vous voyez, que ce soit vraiment les citoyens qui s'entendent et se fassent entendre. Et ensuite, dans un second temps, proposer, et les proposer, pas les imposer, des référendums sur l'appartenance à l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, d'accord? Des éléments structurels de notre appartenance à des structures qui sont transétatiques. Et ensuite, ou en parallèle, je pense qu'il faudra convoquer une assemblée constituante pour déterminer les modalités de gouvernance des chambres qu'il faudra adopter, transformer, ainsi de suite. Et nous préparerons des propositions en ce sens. Mais je ne pense pas qu'il nous appartienne de les imposer. Mais en réalité, l'intérêt de la fonction présidentielle, encore une fois, c'est qu'elle permet de traverser toutes ces institutions au Fenwick. Il n'y a pas de dépendance à avoir quant au fait d'avoir un score à une élection intermédiaire quelconque, ou même aux législatives sur le scrutin uninominal à 2 tours, et ainsi de suite. On peut y aller, tout trancher par référendum, immédiatement, et ensuite seulement permettre à la démocratie de se régénérer à travers les intermédiations que l'on peut connaître. Mais d'abord, produire cette transformation. Monsieur Hosson. Merci, bonjour. Merci. Sur les réseaux. Alors moi j'ai une question. Vous l'avez peut-être déjà écrit ou dit ou discuté. Je veux savoir à propos du terme de la notion de révolution. Est-ce qu'elle a un héritage politique dans une démarche et engagement? Si oui, lequel? Sinon, comment la définiriez-vous? Bon, à grands traits, bien sûr, on ne peut pas faire une thèse d'assemblement révolution, mais j'aimerais comprendre à peu près à grands traits. Elle se définit par les propositions que l'on vient de vous faire. Elle se définit par le fait de frapper et d'abattre ces forces oligarchiques qui nous gouvernent. Elle ne se définit pas dans un sens historique ou historicisé, que ce soit en relation à la Révolution française, à la Révolution de 1917 ou quelle qu'elle soit. Je crois à la continuité d'un peuple, et la France a la chance d'être un peuple mêlé à tous les niveaux, y compris politique. Et l'objectif est de permettre que ce syncrétisme continue à exister, et continue à s'enrichir et à s'alimenter. Il ne s'agit pas de choisir un camp, vous voyez. Il ne s'agit pas de dire on va fêter le 21 janvier, sauf erreur, avec des têtes de cochon, voilà, la tête du roi, la mort du roi, ou à l'inverse, quelconque héritage napoléonien ou monarchiste. Voilà. Il s'agit un peu de laisser libre cours à ces passions qui traversent le peuple français sans essayer de les déterminer. Vous avez parlé à différentes reprises des Gilets jaunes et de la suite des Gilets jaunes. C'est pas la peine de rappeler les NAS, les gaz, les gardes à vue, les procès, les amendes. Comment vous envisagez cette suite, avec déjà le peu de personnes qui avaient en tant que Gilets jaunes, et je suis bien placée pour le savoir? Quelle suite? Surtout pas, à mon avis, les manifestations. Est-ce que vous avez en tête quelque chose de plus précis? C'est encore un peu abstrait ou... Non, on a donné un plan. J'ai passé beaucoup de temps à l'élaborer.
il se trouve, sans vouloir, et je pense qu'on ne peut pas me le reprocher, faire commerce, mais dans comment fabriquer une guillotine, vous aurez tous les détails. Et ce qui me retient d'en parler trop publiquement, c'est le fait qu'il s'agit pour moi, non pas d'un guide à suivre précisément, mais d'un point d'appui pour commencer à générer vos propres orientations. Quand je disais qu'il faut penser à quel rôle vous voudriez jouer et quels moyens vous auriez entre les mains pour le faire, la question des moyens se trouve dans cet ouvrage. La question du rôle vous appartient. La question du rôle vous appartient, et il nous appartient, nous, au sein du mouvement qu'on est en train de créer, de donner un espace à chacun pour rencontrer ceux qui voudront justement s'y préparer et essayer de proposer un suivi un peu plus individualisé, on va dire. Mais en réalité, il ne m'appartient pas à moi de déterminer ce que vous aurez à faire demain. Mais par contre, les moyens dont vous n'avez peut-être pas conscience qu'ils existent, ils se trouvent dans ce livre que je vous recommande de voler, d'emprunter, d'acheter. À vous de décider. Je suis pas content de la réponse. Bonjour. À travers l'exemple français, n'est-ce pas les mêmes rapports oligarchiques ailleurs en Europe et aux USA? Et donc, n'allons-nous pas rencontrer des forces encore plus vives par peur d'un effet domino? C'est plutôt... En fait, je pense que nous allons générer la peur d'un effet domino. C'est ça. Extraordinaire. Et nous allons du coup générer une inquiétude qui va amener à la mobilisation de forces extraordinaires pour nous écraser. Si la douzaine de personnes que nous étions au moment de Wikileaks ont eu droit à une qualification par l'alors patron de la CIA, Mike Pompeo, qui nous mettait au niveau d'Al-Qaïda, vous imaginez ce qu'un peuple tout entier peut générer comme passion à l'égard de ces êtres-là. Est-ce qu'il faut craindre le bruit des fers se rompant? Est-ce qu'il faut craindre les étincelles que nous générerons? Est-ce qu'il faut craindre la violence qui s'en suivra? Moi, je pense qu'il faut la regarder avec une certaine confiance en ce que l'on est un peuple qui a une expérience de la liberté, qui a une expérience de la lutte, et qui a des atouts assez importants pour se défendre et se protéger. Vous savez, la trahison ne vient souvent qu'après. Je pense que la personne qui nous accueille a eu à en traiter dans un ouvrage qu'il a publié, où il rappelait que ce n'était pas la tête qui avait trahi, mais toutes les instances qui, autour de celui-ci, conseillers, ministres, avaient attiré quelques profits de la trahison, avaient attiré quelques profits de la soumission. Aujourd'hui, nos élites, elles sont compradors. Elles, en fait, servent, comme diraient les Américains, de gatekeepers, c'est-à-dire de gardiens du temple chargés de s'assurer que la prédation puisse continuer en nos terres de façon la plus apaisée possible. Et c'est eux, et c'est ceux qui auront à leur succéder si nous arrivons au bout de nos projets, dont il faudra s'inquiéter. Et c'est pour ça que ces instruments, comme le mandat impératif revocatoire et éventuellement une guillotine rendue à sa fonction politique, n'ont pas écrasé quelques pauvres airs dont on n'aurait de toute façon rien à craindre s'ils se retrouvaient à vie dans une prison, sans que cela change quoi que ce soit. Mais l'effroi que cette fine lame peut générer, et a pu générer, au sommet du pouvoir, dans le cas où trahison serait avérée. C'est ça le sens du symbole. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron porte plainte contre un de mes représentés lorsqu'il dessine un Guadeloupéen tenant sa tête égorgée. C'est parce qu'il sait parfaitement que c'est arrivé dans notre pays et que ça pourrait recommencer. Comment définissez-vous la notion de souveraineté en sens politique, s'il vous plaît? La capacité à décider de notre propre destin dans le sens le plus étroit du terme. Et le fait d'être protégé par l'entité politique à laquelle on appartient. Moi, je suis devenu gilet jaune parce que j'ai connu avec Wikileaks la vulnérabilité sur mon propre territoire. Lorsque j'ai vu mes services de renseignement me cibler, parce que j'avais révélé que mon président de la République était espionné par une puissance étrangère, j'ai compris ce que cela faisait que d'être exposé au pouvoir, que d'être vulnérable à l'égard du pouvoir.
Et j'ai compris à ce moment-là l'importance de la souveraineté. Bonsoir. J'aimerais revenir avec vous sur le début de votre intervention au sujet de notre chère oligarchie kleptocratique et poser cette question un peu provocante. N'est-ce pas simplement un problème idéologique et non pas structurel? L'histoire semble nous apprendre que les grands soirs sont façonnés par des oligarchies en devenir et non pas par des masses qui tout d'un coup se mettent ensemble. Donc, est-ce que vous croyez vraiment à ce discours de l'élan populaire ou est-ce que vous ne croyez pas plutôt à la façonnation d'une nouvelle élite avec un autre angle de vue idéologique qui viendra libérer derrière la nation tout entière? D'où la nécessité de ces instruments de contrôle et de maintien du contrôle du peuple sur ses dirigeants. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici anarchistes au sens idéologique du terme. Nous ne cherchons pas simplement à abattre les pouvoirs et à provoquer immédiatement une réorganisation qui serait assez fantasmatique en l'état. Frédéric Lordon en parle assez bien. Dans ses échanges avec le comité invisible et un certain nombre de forces idéologiques qui ont fécondé les Black Blocs en France, par exemple, dont des gens comme Julien Coupin, il leur expliquait très doctement que l'énergie et les instruments nécessaires à la fabrication d'un seul des jeans qu'ils avaient apportés, dans le cas où il y avait une rupture immédiate avec le système productif et industriel, qu'il soit mondialisé ou ressouverainisé, eh bien, rendrait leur chance de survie assez faible à très court délai. Donc, nous avons un discours qui est quelque part d'un conservatisme qui aurait pu en d'autres temps me dégoûter, vous voyez, mais qui, j'ai l'impression, est le seul à même de justement concilier à la fois ce réflexe protecteur qu'il faut que l'on ait, qui consiste à dire qu'évidemment toute élite est bien capable de dénoncer et tout aussi capable de reproduire les travers de ceux qu'elle avait dénoncés. Et en conséquence, la construction d'instruments de contrôle qui empêchent ces dérives à l'avenir, quelles que soient les personnes qui se retrouvent en position de décider. Aujourd'hui, on a une responsabilité historique, on est face, encore une fois, à la construction artificielle d'un clivage qui pourrait nous mener à une guerre conventionnelle ou nucléaire, avec une puissance avec laquelle nous sommes pourtant historiquement imbriqués, qui est la Russie, avec une hystérisation du débat à ce sujet tellement délirante que l'on s'en est retrouvé en une situation où l'on reprochait à Trump d'avoir cherché la paix, avant même qu'il ait réussi, et en présumant que c'était acquis, et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, c'était loin d'être acquis, et qu'on aura peut-être à regretter le fait de ne pas avoir, à ce moment-là, appuyé ce mouvement-là, parce qu'on découvre que, finalement, Trump n'a peut-être pas grand-chose à opposer à M. Poutine, et qu'en conséquence, sa position est beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait, et que sur ce point, en tout cas, nous aurions été peut-être mieux informés si nous nous étions trouvés à ses côtés. Voilà, c'est des enjeux qui nécessairement génèrent non pas un besoin de verticalité, mais en tout cas une urgence politique importante et une préparation qui consiste aussi à penser que dans 2 ans et demi, nous sommes censés être prêts à négocier avec des systèmes politiques qui, eux, n'auront pas transformé leur façon d'exister, qui, eux, auront encore de très grandes verticalités, et donc qui chercheront à nous soumettre. Et donc, M. Trump et M. Xi Jinping, qui seront là devant nous dans 2 ans et demi, il faudra bien, face à eux, leur opposer une ou des personnes qui sont en mesure de protéger nos intérêts. Monsieur. Oui, vous. Bonsoir. Quels sont vos rapports avec les autres souverainistes français et votre compatibilité avec eux? Alors, j'ai une histoire d'amour avec Jacques Cheminade, dont le programme politique de 2017 que j'ai lu est 1000 fois plus intéressant que tout autre programme politique que j'ai eu pour l'instant l'occasion de traverser. Alors on a beaucoup ri de lui parce qu'il y a 20 ans, cet homme avait l'idée folle de relancer l'exploration spatiale. 20 ans après, on peut se demander qui était fou et ridicule entre lui et ceux qui en riaient. J'ai eu le plaisir d'être accueilli par Jean Lassalle en ces terres et de dormir en son domicile, d'avoir
découvert sa bergerie, ses différentes exploitations. On a accepté de débattre avec François Asselineau, qui nous l'avait proposé de façon quelque peu méprisante, qu'importe. On attend toujours que cette porte d'apparence ouverte le soit réellement. On était prêt à débattre avec M. Dupont-Aignan. Le débat a été annulé parce que l'institution qui nous accueillait a tremblé de ma présence, ce qui est toujours intéressant. À gauche, j'ai bien eu à connaître Jean-Luc Mélenchon, comme vous le savez, j'ai été son avocat. Je manque à percevoir clairement quel est son positionnement ces dernières semaines, et s'il mérite d'être qualifié de souverainiste. J'ai noté que comme le Rassemblement national, ils ont renoncé à leur positionnement sur l'Union européenne et quelques autres points fondamentaux qui auraient justifié de ce qu'ils préservent une forme de primauté. Voilà, on est ouvert à tout, mais toujours dans l'échange et le respect de ceux qui ont généré une forme de parcours qui leur appartiennent, vous voyez, qui soit à eux, qui n'aient pas été dépendants des structures existantes. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là en particulier. J'en ai peut-être un peu moins pour ceux qui ont beaucoup navigué dans l'espoir d'eux et qui, à un moment donné, ont des positions qui m'apparaissent plus tartuffes que sincères et vouées à l'intérêt général. Bonsoir M. Banco, merci d'être venu à votre intervention. J'avais une question par rapport à l'euro numérique qui pointe le bout de son nez. Vous avez estimé qu'il était nécessaire d'abord de mettre en place des structures internes au sein du pays pour ensuite décider de notre appartenance à l'euro, à l'OTAN et bien sûr à l'Union européenne. Comme l'euro numérique pointe le bout de son nez d'ici quelques mois, que conseillez-vous, quelle est votre stratégie pour contourner ce point-là? Et ensuite, ne doit-on pas plutôt, au préalable, sortir de cette espèce d'oligarchie, de ce gouvernement qu'est l'Union européenne, en définitive, pour pouvoir s'affranchir de ce pouvoir et retrouver notre souveraineté? Ma position personnelle, que j'ai tardé à façonner sur ce sujet, et qui s'inscrit dans toute une série de raisons, et qu'il faut retrouver une souveraineté monétaire. C'est une position personnelle que je ne cherche pas et que je n'ai pas vocation à imposer au peuple français, mais dont j'attends en tout cas qu'il soit possible pour le peuple français d'en délibérer et d'en décider par lui-même, en pleine souveraineté. C'est ça ma position. Un élément qui devrait quand même nous inquiéter et devrait suffire à nous interroger sur ce mouvement d'apparence historique que nos dirigeants nous ont imposé. C'est que aucun des symboles aujourd'hui présents sur nos billets de banque ne sont réels. Dans un des continents qui a la plus riche histoire de l'humanité, ces êtres qui nous gouvernent ont été incapables d'incarner la monnaie qui était censée être la nôtre avec des bâtiments historiques et ont demandé à des graphistes d'en inventer des délavés. Ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler anodin, c'est pour moi très significatif. La réalité plus personnelle de ce qui m'amène à vouloir me distancer de cet instrument, au-delà des rationalités que l'on pourrait y appliquer, c'est que c'est l'euro qui est à l'origine, par exemple, de la bulle spéculative qui touche à l'immobilier à Paris. Donc c'est l'euro qui m'a empêché, à moi et à l'être que j'aimais quand j'avais 25 ans, de pouvoir m'installer de façon autonome dans ma ville et de pouvoir y grandir et d'y contribuer en tant que jeune adulte. Et je sais que c'est le destin commun de centaines de milliers de jeunes qui, depuis 10, 20 ans, n'arrivent plus à vivre au cœur de la cité. Et donc, voilà, pour moi, ça serait un argument suffisant pour abattre cet instrument monétaire. Mais évidemment, je pourrais vous donner
vous proposer un cours de politique monétaire qui chercherait à expliquer tout ça de façon plus rationnelle et distancée. Mais je préfère vous partager les éléments plus effectifs. Merci pour votre intervention. 2 points. Dans l'hypothèse de votre candidature à la présidentielle, vous avez parlé des forces politiques. Ce serait quoi votre espace politique face aux forces existantes qui vont essayer de préempter et de garder leur marché? Et deuxièmement, vous parlez depuis des années du durcissement du pouvoir. Alors, Greg Talubian avait fait une conférence il y a 2 ans et demi où il prévoyait dans le futur que les régimes européens allaient assumer un durcissement. On le voit avec Georgescu, les élections sous la Nubé, on le voit avec C8. Alors, c'est la NUNA, mais globalement, ça peut créer d'autres jurisprudences. Donc les médias seront fermés simplement. Et la question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que votre candidature pourrait littéralement être interdite? On ne trouve pas quel prétexte. Le Conseil constitutionnel pourrait vous barrer ou décréter, fabriquer quelque chose pour c'est même pas en fait candidater. C'est ce que j'avais annoncé et préparé avant Crépuscule. Avant Crépuscule, j'avais décidé de me défaire de tout lien qui ferait que mon aventure et l'aventure que je mènerais à partir de cet instant-là pourrait affecter négativement des personnes qui, pour des raisons X ou Y, dépendaient encore du système. Et vous imaginez qu'ayant grandi dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, ça faisait beaucoup de monde. Donc ça a généré une forme d'isolement assez important. Mais l'objectif avec Crépuscule, c'était de faire la preuve par l'exemple. Comment quelqu'un qui, à cet instant-là, était considéré comme l'enfant chéri du système, invité régulièrement sur tous les plateaux, de CNews à 28 minutes, en passant par BFM et ainsi de suite, qui avait droit à des sujets dithyrambiques sur Canal+, dans le supplément, et dans la presse, avec une couverture très élogieuse de ses ouvrages, comment ce même individu, dès le moment qu'il exposait le fonctionnement de ce système oligarchique, se verrait traité. Et les mois qui ont suivi ont été extraordinaires parce qu'ils étaient la preuve par l'exemple de ce qui était décrit dans Crépuscule. D'une part, de par l'omerta qui s'est constituée autour de cet ouvrage, d'autre part par l'incapacité à justifier de cette omerta de la part de ces tenants de l'espace public dans un deuxième temps, et enfin, progressivement et de façon croissante, la diabolisation qu'ils ont cherché à appliquer à l'égard de l'auteur de cet ouvrage, qui, d'enfant chéri, est devenu ange déchu de leur système, sans que rien n'ait fondamentalement changé. Et la mise en œuvre de toute une palette d'instrumentalisations diverses, y compris sur ma vie privée, y compris à travers l'accusation de viol, y compris à travers des accusations de harcèlement dans l'enfance, au travail, y compris à travers des tentatives d'assimilation à des forces étrangères. Tout cela s'est avéré, au final, très illustratif de ce que nous dénoncions existait. Et cette candidature n'a pas d'autre objectif. Nous allons tester les limites de ce système. Nous allons aller les chercher sur leur propre terrain. Et nous allons voir jusqu'où ils vont nous laisser aller. Et l'enjeu, dans cette provocation, c'est que, entre-temps, nous ayons coagulé suffisamment de force pour, au moment où ils chercheront à nous interdire, au moment où ils chercheront à nous entraver, nous soyons en mesure de les dévaster. Et c'est pour ça que nous avons commencé à réfléchir 2 ans et demi en amont, que nous avons commencé à poser les bases de ce projet 2 ans et demi en avant. Je ne suis pas François Asselineau qui, depuis 30 ans, pense qu'en jouant avec les cartes du système, il va finir par un jour être adopté et reconnu parce que le plus intelligent, le plus brillant d'entre eux. Je n'ai pas cette naïveté et je n'ai pas cette suffisance. Je suis un objet et un instrument entre vos mains. Et ce que je vous incite à faire, c'est de pousser cet objet et cet instrument au plus loin, de m'utiliser pour leur faire le plus mal possible. Et on verra où ça nous mène. Sacrifiez-moi, et vous verrez ce que ça donne. Ça, pour le coup, c'est un programme enrichissant. Oui, effectivement, merci beaucoup pour votre conférence et votre dernier propos est tout à fait en résonance avec ce dont je voulais parler. Vous savez certainement que Bruno Gassio a eu un contrat sur sa tête il y a quelques années pour moins de 100 000 €. Donc on sait qu'un homicide coûte quelques dizaines de milliers d'euros, c'est-à-dire en fait pas grand-chose pour les gens dont vous parlez. On avait il y a quelques semaines un conférencier qui nous expliquait les années de plomb en Italie, donc en particulier que le système est capable de commettre des attentats pour en accuser ses opposants. C'est aussi ce qui se passe dans les révolutions colorées quand des forces de l'ordre sont abattues pour en fait
exciter la répression et donc ensuite la foule contre la police. Et donc effectivement, ma question était quelle issue positive on peut imaginer, et finalement la position sacrificielle que vous proposez me semble assez réaliste, malheureusement, parce que tout ce qu'on peut prévoir, il le prévoit aussi, et c'est finalement de déjouer les plans et d'amener un peu de chaos et de pousser leurs limites qui pourra nous amener à un endroit qu'on ne sait pas encore définir, mais où on ne pourra pas arriver si on ne fait pas ce chemin avec vous. J'ai une suffisance. Je me crois beaucoup plus intelligent qu'eux. Et je nous crois collectivement beaucoup plus intelligents qu'eux. Et j'ai confronté cette croyance, cet égotisme, à la réalité à plusieurs reprises. J'ai eu droit à des défaites cuisantes qui m'ont rappelé à mon insignifiance et à ma vulnérabilité, mais nous avons acquis un certain nombre de victoires. Nous avons quand même réussi à accompagner un peuple tout entier, le peuple sénégalais, dans sa lutte pour son émancipation et sa victoire. Et nous avons réussi. Et à travers cet engagement a dû être mise en œuvre une posture et une décision sacrificielle qui consistait, alors que j'étais recherché par les autorités sénégalaises qui avaient émis un mandat d'arrêt international à mon encontre. En amont, et évidemment dans la perspective de faire arrêter mon client, accusé de viol, accusé de terrorisme, accusé de complot, accusé de vol de téléphone portable, ce qui a justifié son arrestation, pas tout le reste, le vol de téléphone portable. Et qui donc, en garde à vue, attendait que son avocat vienne, avocat qui n'était pas mobilisable puisque visé par un mandat international. Et donc j'ai pris la décision, grâce à quelques menus techniques, et c'est là où en effet la valeur de l'individu, quelque chose qu'on a un peu nié de façon naïve sous les Gilets jaunes, sur laquelle il faut qu'on revienne partiellement. Ce que j'ai appris avec Wikileaks, par exemple, m'a servi et a pu être mobilisé pour défendre le peuple sénégalais. Donc la valeur de l'expérience et de l'accumulation d'expérience est réelle. Et du coup, il ne faut pas qu'on pense, à force d'avoir une idéologie qui naturellement va vers l'horizontalité, la démocratie, ainsi de suite, qu'à un moment donné, il ne faut pas nous mobiliser pour protéger un certain nombre d'entre nous et s'assurer qu'ils ne prennent pas tous les coups, ou en tout cas qu'ils ne succombent pas sous les coups. Donc ce que j'avais appris avec Wikileaks me permet d'entrer dans le territoire sénégalais sans me faire arrêter. Me permet de participer à une conférence de presse qui était en cours pour prendre la parole et dire au procureur qui venait de faire arrêter mon client et qui avait mis le mandat international à mon encontre, pour dire ces mots: « Je n'ai pas peur, nous n'avons pas peur, nous sommes ici pour vous défier. » Rappeler notre solidarité notamment à l'égard des Gilets jaunes, humilier le pouvoir en place et disparaître. Et pendant 4 jours, les laisser s'éparpiller de perquisition en perquisition, y compris dans des lieux sains comme Touba, y compris au domicile de mon client, sans réussir à me trouver. Prendre une barque de pêcheurs, quitter le territoire sénégalais au bout de 25 heures de trajet, arriver en Mauritanie, où la chose naturelle qui aurait dû intervenir aurait été mon expulsion vers la France, et l'affaire était finie, et le coup aurait été porté. Me faire enlever sur instruction de l'Élysée, cagoule, menottes, me faire rapatrier illégalement sur le territoire sénégalais, à travers la mobilisation de miliciens armés de Kalachnikov et ainsi de suite, me faire ramener à Dakar et confier aux autorités qui prétendraient qu'ils m'avaient arrêté sur le territoire sénégalais de façon tout à fait légale, pour me faire rentrer en prison avec un mandat de dépôt pour des infractions, attentats, complots, etc., qui me valaient perpétuité. Ce qui aurait été le plus beau cadeau fait par le Sénégal à la Macronie, n'est-ce pas? Sauf que, une chose, c'est d'abattre un adversaire politique. Une autre, c'est de mettre dans les mêmes conditions, et en particulier dans des conditions d'horreur telles que la prison sénégalaise à l'époque, où il y avait 1000 prisonniers politiques, où les cellules étaient saturées, où 250 personnes tenaient dans 50 mètres carrés, un avocat, et en particulier un avocat français. De sorte que, au 3e jour, mes camarades, parce que nous étions dominants, parce que la prison rugissait à l'égard que nous ayons fait ce sacrifice pour nous tenir à leur côté et nous protégeait de toute violence, ils vinrent me voir pour me dire « Tu es sauvé ».
Et je demandais comment ça? Déclaration du ministre des Affaires étrangères, du président de la République. Peut-être Emmanuel Macron se serait pris d'une passion pour moi. Non, les Gilets jaunes ont annoncé qu'ils allaient manifester pour réclamer ta libération. Et pour les Sénégalais, les peuples français, c'est les Gilets jaunes. Pour les Sénégalais, si les Gilets jaunes se mobilisaient pour obtenir ma libération, alors j'étais sauvé. Et donc il faut que vous mesuriez ce qui peut apparaître comme une défaite tactique, comme un échec transitoire, sont des immenses victoires idéologiques et politiques qui se mesurent sur le temps long. Et ces victoires-là sont évidemment beaucoup plus facilement mesurées de l'extérieur, de la part des peuples qui eux-mêmes sont en lutte et cherchent leur souveraineté et cherchent des exemples de ce qui leur apparaît comme des succès dans le passé récent ou dans d'autres pays. En l'occurrence, nous en étions un. Et non seulement ils ont dû me relâcher au bout de 4 jours, donc de perpétuité à 4 jours de détention, mais évidemment derrière, plus rien ne tenait. Parce que si moi j'étais libéré, la fierté et la dignité de ce pouvoir lui-même faisait qu'il ne pouvait pas maintenir en détention les Sénégalais. Autrement, cela voudrait dire qu'il y avait une forme de régime de préférence et de privilège pour le français, pour l'ancien colon, et que donc le discours de l'adversaire aurait été confirmé. Et donc, la dynamique sacrificielle, elle ne peut être, si l'on veut rester sain, un objectif, une fin. Elle doit apparaître comme un moyen. Et nous faire les instruments d'une cause, nous faire les instruments d'un peuple, doit être au-dessus de toute contingence matérielle ou même existentielle immédiate, à condition que ce soit réfléchi, calculé, et que ça puisse servir. Et non qu'il s'agisse d'un simple sacrifice qui aurait, à l'inverse, une fonction dissuasive à l'égard de ceux qui souhaitent s'engager. Mon emprisonnement a électrisé. Et à l'intérieur de la prison, tous ceux qui étaient désespérés ne l'étaient plus en me voyant arriver. Parce qu'ils se sont dit, on a gagné. S'il est là parmi nous, si cet homme-là, avec tous les privilèges qui sont les siens, a accepté de se prendre au risque pour nous, c'est qu'on a déjà gagné. Et ils avaient raison, et il a fallu quelques mois. Et beaucoup de désespoir et beaucoup d'angoisse. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, nous avons su que nous avions gagné. Mais à ce moment-là, nous avons planté notre victoire, que nous avons récoltée quelques mois plus tard. Bonsoir, Maître Branco. Tout d'abord, merci pour cette conférence et pour cet échange. Que pensez-vous de la pertinence des termes droite et gauche pour décrire le champ politique et la situation politique actuelle? Insignifiante, indifférente, qu'importe. On est bien au-delà, et on l'est depuis des années. On l'est depuis des années. Oublions ces clivages artificiels et ressaisissons-nous-en au moment où nous aurons effectivement les instruments de notre souveraineté entre nos mains. Au moment où nous aurons reconfiguré les moyens de la politique, à ce moment-là, déchirons-nous sur tous les sujets qui, aujourd'hui, sont utilisés pour nous diviser artificiellement. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé du fléau de la privatisation. Pour ce qui est de colmater les futures fuites, ça me paraît à peu près faisable. Mais avez-vous des idées, quels outils utiliser pour récupérer les actifs déjà perdus? Merci. Les îles Kerguelen. On parle beaucoup de la politique en termes, et de l'économie en termes d'abstraction. Mais n'oublions jamais que ce sont des corps qui sont au bout de la chaîne. Et Marx, d'ailleurs, incitait beaucoup à... Parce que j'ai vu que c'était un auteur que vous chérissiez, que vous citiez en exergue de vos ouvrages. Marx appelait à revenir au corps, toujours. À ne pas s'oublier dans l'idée. Eh bien, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on... Toutes les impossibles mesures à prendre parce que... faisant face à un mur normatif, à des puissances financières, s'abattent en un instant lorsque vous saisissez du corps qui en profite. Luigi Mangione en a battu un physiquement de corps, une incarnation, il a voulu faire symbole, il n'avait qu'un peuple virtuel derrière lui. Nous sommes un peuple réel. Et c'est pour ça que nous n'aurons probablement pas à abattre qui que ce soit. Il nous suffira de leur faire peur. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez parlé d'une période de doute. Je
devez traverser, comment vous allez surmonter? Mais le doute, heureusement que Dieu me préserve de cesser de douter. Chaque message un peu bien fagoté qui m'est adressé pour me faire du mal m'affecte. Et je l'intègre, et je m'interroge, et j'essaie de me voir en l'autre, et à travers cet effet de miroir, je me dis peut-être qu'il a raison, peut-être que tout n'est que vanité, en permanence, évidemment. Sauf que c'est un peu comme la question de la dette. Vous vous souvenez à quel point ils étaient en mesure d'en faire douter beaucoup de nos concitoyens lorsqu'ils parlaient de la dette avant le Covid. Et à quel point ce discours pouvait en effet sembler quelque part raisonnable. 1000 milliards plus tard, voilà. L'expérience à un moment donné, vous voyez, la connaissance de l'adversaire, de soi-même, des coordonnées de la situation, les ajustements que vous allez générer pour être au plus juste, au plus près du réel, finissent par vous donner non pas une certitude, mais une assurance suffisante pour se dire c'est dans cette direction qu'il faut aller. Aux étrangers. Bonsoir, maître. J'avais une question pratique justement dans votre idée de faire une révolte, une révolution. Comment déjouer la surveillance de masse et notamment tout ce qui est écoute organisée? Comment faire en fait pour éviter la surveillance de masse et notamment le meilleur espion, le téléphone portable? C'est à la fois très simple et très compliqué. Par exemple, le Discord qu'on a créé, qui est le groupe où 12 000 personnes aujourd'hui communiquent un peu quotidiennement pour voir comment s'organiser, tout est transparent, tout est accessible. Vraiment, littéralement, tout est accessible. Pourquoi? Parce que ce sont que des moyens légaux que nous cherchons à mobiliser, ou à la bordure de la légalité, quelqu'un décide de faire un tag, voilà, ça lui appartient. Mais de façon plus générique, que ce soit sur l'intimité ou pour tout le reste, en fait, les moyens sont relativement bordés de la part de nos adversaires. Et je renvoie au même ouvrage que je recommandais à votre camarade, Comment fabriquer une guillotine, où il y a tout un bloc. Il y a tout un bloc qui s'appelle la méthode, donc ça c'était la réponse, et tout un bloc qui s'appelle la surveillance, qui en fait fait une vue à 360 degrés sur les instruments qui sont à disposition de l'adversaire et les instruments que nous avons, en conséquence de quoi, à leur opposer. La réalité c'est que, et ça vous permettra peut-être de comprendre pourquoi je ne réponds pas tout à fait ou de façon parfaitement explicite à certaines questions, nous sommes aujourd'hui sous le regard d'un cher compagnon, qui est l'un d'entre nous, de plusieurs peut-être, qui a pour charge de rapporter. Mais qui a pour charge de rapporter, comme il aura à rapporter tant d'autres événements similaires, tant d'autres pensées, et qu'à un moment donné, leur capacité à contraindre des masses croissantes va devenir très difficile. D'où la solution de facilité qui peut consister à chercher à battre l'énonciateur qui, à un instant T, incarne les choses. Mais je ne suis pas grand-chose d'autre qu'un instrument entre vos mains qui se verra substituer le moment venu. Et mon obsession, et j'en reviens à ce que je disais au début de cette conférence, à travers ces ouvrages, c'est de redistribuer avant qu'il puisse m'arriver quelque chose, que ce soit quelque chose physiquement, mais tout simplement une élimination dans l'espace social qui fasse que ma parole soit moins entendue. On n'est pas passé loin à plusieurs reprises, et par miracle, le lien demeure. Enfin, par miracle, par exigence, par intégrité, par rapport à la vérité, mais tout de même. Et donc, à un moment donné, il va falloir accepter l'idée. Et puis, de toute façon, le temps passe et les gens aussi. Et l'effondrement, la sénilité ne me menace pas encore, je crois, mais finiront à un moment donné par arriver. Et il faut bien que ces passages de relais interviennent et que parmi nous, il y en ait d'autres pour, à leur tour, s'approprier et continuer à avancer dans une direction suffisante. Wikileaks m'a fait le cadeau le plus miraculeux que l'on puisse faire à un homme politique au sens de citoyen, appartenant à une cité. Ils m'ont donné la possibilité de me battre pour une cause. Et ça, c'est quelque chose qui souvent nous manque et qui souvent nous désespère. Qu'est-ce qui, dans ma petite vie, m'empêche à un moment donné de me mettre au service d'une plus grande cause? Les Gilets jaunes nous ont donné la possibilité de toucher à la grandeur, de la même façon que Wikileaks me l'avait donné quelques années auparavant. Et mon obsession, dès cet instant, a été de le rendre, ce privilège, d'en permettre à d'autres de vivre à travers ces extraordinaires balbutiements d'histoire et la possibilité à un moment donné d'en devenir un acteur. Et il faut qu'on soit toujours
dans l'obsession de la redistribution et de la continuité d'un engagement dont nous sommes qu'un maillon, quelle que soit notre fonction, quelle que soit l'importance que l'on a pu à un moment donné croire se voir attribuer. Dernière question, parce que ça va être des affaires de restitution de salle. Alors, qui sera le dernier à poser une question? Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur les gilets jaunes, un petit peu sur l'acte manqué, parce qu'on a vu que les gilets jaunes, leur but c'était justement d'éviter la représentativité, et qu'à la fin, ils ont peut-être péché par ça, parce que quand ils étaient à 2 doigts justement de prendre l'Élysée, qu'ils auraient pu, il y a eu un flottement et rien ne s'est passé. Donc moi, pour moi, c'est un acte manqué des gilets jaunes. Ils ont peut-être raté justement un moment historique par ce manque de représentativité. Vous avez un mot là-dessus, sur justement qu'est-ce que vous en pensez et comment ne pas retomber dans ce piège-là, justement. Aucun d'entre nous n'était légitime pour prendre la tête de ce mouvement. Et tous ceux qui ont cru l'être se sont fait abattre immédiatement, à raison, par ce mouvement. Aucun d'entre nous n'était prêt à jouer un rôle aussi important à un moment historique aussi crucial. Et c'est probablement, en conséquence, tout simplement, le fait qu'il nous fallait nous préparer, qu'en fait ce n'était pas le moment, que le moment est en train d'arriver, qu'il fallait d'abord ouvrir la porte à ce que l'action politique ne passe pas par l'action partisane ou groupusculaire, qui étaient les deux seules alternatives qui se présentaient aux citoyens français à l'époque. Soit au sein du système, à travers des partis institutionnalisés, donc, soit à travers des mouvements marginaux qui n'avaient finalement qu'une existence au sens noble du terme, parasitaire, c'est-à-dire qui ne pouvaient que se greffer à de l'existant sans être en mesure de le générer lui-même. Et là, nous avons cette chose merveilleuse qui arrive, qui est, on ouvre un boulevard politique qui n'appartient à personne. Et il fallait bien qu'il n'appartienne à personne pour être ouvert. Vous voyez, il y avait qui aurait pu, à un moment donné, qui aurait pu se revendiquer de la légitimité d'incarner à ce moment-là le peuple français. Peut-être appeler à la Constitution, à refaire une constituante, à faire une assemblée, enfin créer quelque chose. Ils auraient pu quand même... il y avait quand même des exemples qui étaient faits par Chouard, qui est toujours sur un travail comme ça. Oui, ce qu'Emmanuel Macron a parfaitement compris en organisant le grand débat. Et il a su absorber cette intuition que commençaient à avoir les Gilets jaunes. Il a été aidé par quelques événements parahistoriques, comme un certain incendie, pour finir d'éteindre l'incendie qu'il craignait, puis une crise sanitaire mondiale. Mais c'est que à ce prix qu'il a réussi à se maintenir contre l'existant pouvoir. Souvenez-vous qu'avant cette dernière séquence de cet été politique, les taux d'abstention atteignaient des records inégalés dans l'histoire de notre pays. Jusqu'à 85% dans des circonscriptions législatives. C'est-à-dire que la crise de légitimité avait atteint un tel niveau que ces êtres-là, bientôt, n'auraient pu se prévaloir que de leur propre voix pour nous gouverner. On a eu une sorte d'incident de parcours lié à une hystérisation dont j'ai quelques idées du pourquoi en juin-juillet, mais la réalité structurelle est celle-ci. Et donc, à nouveau, on a eu le boulevard qui était creusé par un premier peuple qui de jaune s'était vêtu. On a l'opportunité de se constituer en avant-garde pour que la prochaine fois qu'il soit embrassé, eh bien, nous soyons capables un peu plus de nous infiltrer. Et à un moment donné, l'action, le passage à l'acte, comme dirait Freud, le moment de la, non pas sublimation, mais voilà. Merci beaucoup.